C'est beau, Mathieu. Parfait, merci Pierre. Alors bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis Mathieu Bergeron. Est-ce que vous m'entendez bien Pierre, juste avant que je continue, juste pour Oui. m'assurer que tout est clair? Parfait, good. Je suis Mathieu Bergeron, directeur de la division planification opération au Centre de foresterie des Laurentides. Bienvenue à tout le monde à ce premier webinaire qui ouvre la 35e saison des colloques du Service canadien des forêts et du CFL. Durant les 34 dernières années, on a organisé un peu plus de 300 conférences. Cette année, vous comprendrez que contrairement aux années précédentes, elle va être présentée exclusivement par webinaire, étant donné le contexte de la pandémie. La conférence d'aujourd'hui, qui porte sur la bioéconomie de proximité au cœur du développement des régions forestières, est diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites à travers le Québec. C'est avec plaisir que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, M. Marzouk Ben Ali. Marzouk Ben Ali est chercheur scientifique principal et dirige le domaine de recherche en bioraffinage au Centre Calmette Énergie de Ressources naturelles Canada à Varennes. Leader dévoué et innovateur reconnu par ses pairs, il compte 30 ans d'expérience en tant que chercheur et gestionnaire de projets en conception, ingénierie et optimisation de procédés industriels. Il a co-supervisé plus de 40 étudiants de cycle supérieur et plus de 30 chercheurs et ingénieurs de niveaux variés. Il a publié plus d'une centaine d'articles dans des revues internationales et des actes de conférences, 60 rapports techniques, 4 chapitres de livres et a donné plus de 70 conférences. Il a reçu de nombreux prix et honneurs de la part des universités canadiennes et internationales, de l'industrie et du gouvernement. Il est l'organisateur principal de la conférence internationale BioFort, portant sur la bioéconomie forestière depuis 4 années successives. Les domaines de recherche actuels de M. Ben Ali couvrent la conception, l'ingénierie, la modélisation et l'optimisation des procédés industriels, l'intensification des procédés thermiques, le développement à l'échelle pilote de procédés de pré-traitement et de fractionnement de biomasse lignocellulosique, la conception et le développement de bioraffineries pour la production de carburants renouvelables liquides et de molécules plateformes biosourcées, l'analyse d'impact techno-économique, socio-économiques et environnementaux de bioraffineries, ainsi que le développement et la mise en œuvre d'outils d'aide à la décision multicritères. Je vous souhaite un bon colloque au nom du CFL, puis je laisse maintenant la parole à M. Marzouk Ben Ali. Mesdames et messieurs, bonjour et un clin d'œil aux participants éventuels de France, Belgique et Suisse qui avaient reçu l'invitation à travers les réseaux sociaux. Donc, permettez-moi de commencer par remercier l'équipe du Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts pour cette invitation. C'est tout un honneur pour moi d'inaugurer ce cycle de colloques du CFL. Ma présentation porte sur la bioéconomie d'une façon générale et avec un clin d'œil bien précis. Vous voyez le mot-clé qui se trouve dans le titre de proximité. Proximité de la biomasse, proximité donc de la bioressource et proximité des collectivités locales qui vont jouer un rôle de plus en plus accru dans la mise en œuvre de la bioéconomie. Donc, bien que le titre porte sur les géants forestières, je ferai un clin d'œil sur, évidemment, les autres secteurs qui sont impliqués dans ces régions-là. Donc, sans trop tarder, le plan de ma présentation va être articulé comme il y a autour des points suivants. Comme il y a beaucoup de participants de plusieurs secteurs, permettez-moi de prendre quelques secondes pour introduire Calmette Énergie à l'intérieur de Ressources naturelles Canada. Et puis, la bioéconomie sera introduite par un élément historique, le sens qu'on pourra lui donner ensemble et qu'on pourra discuter plus tard. Quelques chiffres, évidemment, pour nous situer où est-ce qu'on en est au Canada et au Québec en particulier. Passer en revue quelques opportunités, les enjeux qui se posent à la mise en œuvre ou au déploiement de la bioéconomie au Canada. Et comme l'idée principale, c'était de regarder
le Québec. Donc, je parlerai de l'écosystème d'innovation du Québec autour de la bioéconomie et quelques initiatives stratégiques phares au Canada et au Québec. Et je terminerai par vous présenter trois projets. Évidemment, le temps nous manque. J'ai choisi trois projets dans des régions différentes du Québec. Et je m'en voudrais de ne pas faire un clin d'œil aux initiatives européennes où la bioéconomie est ancrée depuis de nombreuses années. Elle était ancrée à travers le secteur agricole et bien plus tard à travers le secteur forestier et partager avec vous quelques messages clés de cette présentation. Donc rapidement, Calmet et Énergie de Ressources Naturelles Canada, Calmet Énergie, c'est un des plus anciens centres de recherche du gouvernement du Canada. Il existe en fait depuis 1907. Et nous avons plusieurs secteurs au sein de Ressources naturelles Canada, dont le secteur canadien des forêts et le secteur des technologies de l'énergie auquel Calmet Énergie est affilié. Donc nous avons essentiellement la mission principale de Calmet Énergie, c'est réellement de mener des activités de recherche pour évidemment la mise en œuvre de je dirais, le développement de sciences et de technologies, et aussi réaliser des activités scientifiques novatrices qui consistent à fournir des solutions afin de créer un avenir énergétique durable pour l'ensemble du Canada. Dans le secteur des technologies de l'énergie, il y a trois Calmet, un situé à Ottawa, le plus ancien, qui est principalement œuvre dans les bâtiments durables, les collectivités, le développement de procédés industriels, la bioénergie, les énergies renouvelables, etc. Et puis un autre qui est situé à Hamilton, toujours en Ontario, avec un accent sur le développement et le test de matériaux, le développement de matériaux avancés évidemment, au niveau de le test, la caractérisation du comportement des matériaux dans des conditions sévères, euh, telles que la corrosion, le craquage des surfaces. Et évidemment, c'est un centre aussi qui participe au développement de matériaux pour pour les gazoducs et les oléoducs. Et il y a le centre de Varennes auquel j'appartiens, où il y a des composantes de recherche donc en bâtiment, procédés industriels, l'intégration des énergies renouvelables et le développement du logiciel RedScreen international qui est connu à travers le monde. Et je m'en voudrais de ne pas faire un clin d'œil à l'autre Calmet qui est Devon, qui maintenant, depuis à peu près un an, il est dans un autre secteur, qui est à Devon en Alberta, qui œuvre dans dans le domaine du gaz et du pétrole. Et, euh, et évidemment, c'est avec joie que je vous dis que à travers la bioéconomie, ces quatre centres-là se sont mis ensemble en partenariat avec le Service canadien des forêts pour voir comment peut-on accélérer la recherche et l'innovation au niveau du bioraffinage et déployer de façon réussie la bioéconomie. Donc globalement, donc à Varennes, nos activités portent sur le programme des bâtiments, avec un accent sur les systèmes thermiques, les bâtiments intelligents, qui consiste à évaluer la performance des bâtiments avec comme objectif de participer aussi à les rendre durables. Donc comment augmenter la performance des bâtiments, particulièrement les bâtiments du gouvernement canadien, pour réduire, atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, il y a une autre composante qui est importante de mentionner, c'est l'approvisionnement énergétique pour les camps militaires du ministère de la Défense nationale. Donc le deuxième groupe de recherche porte sur l'intégration des énergies renouvelables. Essentiellement, le travail porte sur l'intégration des technologies photovoltaïques, les réseaux intelligents et l'application de micro-réseaux, des micro-réseaux dans le nord canadien. Le troisième groupe de recherche est l'optimisation des procédés industriels auxquels j'appartiens. Donc, on travaille beaucoup sur l'intégration énergétique des procédés dans l'industrie, toute industrie confondue,
Et une composante clé aussi qui est importante de mentionner, particulièrement dans le contexte d'aujourd'hui, où l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle prennent de plus en plus d'importance. Donc on a toute une équipe qui travaille dans ce sens. Il y a évidemment le bioraffinage, la bioénergie, la bioéconomie, le développement de procédés éco-efficaces pour toutes les industries canadiennes. Et évidemment, on est dans le principe de la défossilisation progressive de l'industrie. L'autre composante qui porte sur le développement du logiciel ResScreen et son déploiement à travers le monde. Donc, c'est une équipe qui œuvre toujours à une mise à jour régulière. C'est un logiciel clé pour analyser les projets la faisabilité des projets en énergie propre. Et aussi, c'est une façon de renforcer les capacités dans ce sens. Il y a un travail qui se fait étroitement avec le groupe bâtiment sur justement l'amélioration de la performance des bâtiments de ressources naturelles Canada. Alors, un brin d'histoire sur la bioéconomie avant de rentrer dans le vif du sujet. Je souhaitais un petit peu, dans le contexte d'aujourd'hui, on parle de bioéconomie, d'économie verte et d'écologie, etc. J'ai jugé pertinent peut-être de revenir un peu sur l'idée principale que d'où le concept de bioéconomie est parti. En fait, c'est le Nicolas Georgescu Rogan qui a mis de l'avant ce concept au début des années 70 et à travers ses écrits, je vous suggère vivement de jeter un coup d'œil sur cet article de 1971. Et il a analysé en fait les lois il a mis en œuvre les lois de la physique et les modèles économiques existants. Et il a démontré, entre autres à travers la loi de l'entropie, que l'équilibre de la biosphère n'était plus compatible avec les modèles de consommation et de production qui étaient hérités de la révolution industrielle. Donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat qui est toujours associé à la biosphère en disant que l'équilibre global ne pouvait guère être maintenu en mettant de l'avant une nouvelle économie politique. Donc vous voyez que les politiques jouent un rôle important dans ce contexte qui permettrait de réduire radicalement l'impact environnemental de l'industrie. Donc l'élément capital qu'il avait inspiré, c'était réellement l'impact environnemental, puis la création de la valeur, d'où un petit peu le concept de la bioéconomie qu'il avait introduit. Et un peu plus tard, il y a eu l'émergence du développement durable, si vous vous rappelez bien, dans les années 80, qui était dans le sursaut de la conservation de la nature. Des instances internationales, la Banque mondiale, les Nations Unies et bien d'autres organismes ont levé un drapeau rouge pour travailler de près sur la conservation de la nature et le développement durable était né. De nombreuses politiques et stratégies politiques ont été mises de l'avant à travers le monde et hélas, de par la difficulté de leur mise en œuvre, il y a eu plus ou moins des succès mesurables un peu partout dans le monde. Et pendant que on se préoccupait un peu des solutions pour améliorer l'empreinte environnementale de l'industrie, évidemment, on réfléchissait sur des nouvelles façons de faire. Et des années après, donc, il y a eu le lancement des politiques d'économie verte. C'est davantage une politique qu'une solution technologique pour consacrer l'écologie comme moteur universel de développement. Et c'est là où l'économie, la bioéconomie, donc, a été consolidée pour jouer le rôle, où je dirais, de faciliter un petit peu le maillage entre le développement économique et la transition écologique. Donc, vous voyez que cette histoire, l'historique était pertinent pour comprendre d'où est-ce qu'on est parti. Et quel est le sens qu'on pourrait donner aujourd'hui à la bioéconomie d'une façon générale? Donc, si on regarde un petit peu l'image que j'ai construite ici pour illustrer la bioéconomie repose d'abord sur des bioressources diversifiées. Comme l'illustre bien cette figure, nous avons comme bioressources des résidus forestiers, ici des résidus végétaux, nous avons des résidus agricoles,
des algues marines. Et plus récemment, évidemment, il y a eu toutes les cultures de cannabis, plantes pour produire des molécules bioactives médicales. Il y a le chanvre qui est rentré de plus en plus comme valeur dans les matériaux isolants durables. Évidemment, il y a tout le volet plus traditionnel de la production agricole, donc qui nous permet d'accéder à la bioressource. Donc vous voyez que ça part, la bioéconomie part de bioressources diversifiées. D'un côté, donc nous avons la nécessité de pré-traiter ces résidus, de les transformer, de les valoriser et de diversifier les produits. Donc, on peut produire des biocarburants, on peut produire des granules énergétiques, on peut produire des matériaux d'emballage écologiques, des produits chimiques avec une empreinte environnementale réduite, évidemment, d'autres fibres cellulosiques et de la lignine à travers tous ces résidus-là. Évidemment, on produit aussi du biogaz en valorisant ou du gaz naturel renouvelable, en valorisant entre autres les déchets végétaux. Et de l'autre côté, donc, nous avons le côté à gauche, donc c'est le côté non alimentaire, et à droite, donc c'est la transformation, la valorisation et la diversification pour produire des produits alimentaires, ainsi que des produits qui interviennent dans la santé naturelle ou bien des ingrédients alimentaires fonctionnels. Donc, au-delà des produits traditionnels ici, nous avons donc des ingrédients alimentaires fonctionnels, des produits de santé naturelle, des huiles, des biomolécules bioactives pour des thérapies particulières. Évidemment, la consommation industrielle et humaine génère des résidus biologiques, génère des déchets organiques qu'on va récupérer et revaloriser de nouveau à travers ces deux voies-là. Et c'est dans ce sens, quand on voit l'illustration de cette bioéconomie de cette façon-là, on voit très très bien la pertinence de l'associer au concept d'économie circulaire. Donc, on voit très très bien qu'il y a un arrimage approprié entre la mise en œuvre de la bioéconomie et le déploiement plus large de l'économie circulaire, si bien que de plus en plus on parle de bioéconomie circulaire. Donc, c'est un élément important que je voulais mentionner sur le sens à donner à la bioéconomie qui nous assure ce lien entre le développement économique et la transition écologique. En quelques chiffres, la bioéconomie, commençons par le Canada. Selon une enquête de Statistique Canada de 2015, il y avait environ 190 entreprises qui étaient réellement dans la production de bioproduits qui proviennent essentiellement de bioressources agricoles et forestières. Il faut savoir que c'est très difficile de mener ce genre d'enquête, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de données, mais il est prévu que d'ici la fin des années 20, plutôt de 2020, on aurait peut-être une mise à jour de ce portrait pour nous projeter en 2025-2030 sur l'accélération du déploiement de la bioéconomie. Au niveau des revenus générés, on a en moyenne, évidemment, selon toujours ces données de 2015, il y a eu 4,3 milliards de dollars générés en revenus, soit à peu près 70% de plus par rapport à 2009. Et le portrait de ces entreprises est en train d'accroître et de se diversifier compte tenu de la variété des bioressources qu'on souhaite valoriser et transformer. Et en moyenne, les 2 tiers de ces revenus étaient issus du marché des biocarburants. Ça remonte en même temps à l'émergence des biocarburants dans le contexte canadien. Il faut noter qu'il y a 2 provinces qui se détachent un petit peu du reste au Canada. C'est essentiellement l'Ontario et le Québec qui furent très actives. Et je dois dire que de plus en plus aujourd'hui, on assiste à un rôle encore plus important de ces 2 provinces, mais les autres provinces ont rallié un petit peu le marché de la bioéconomie et on va s'attendre à une activité économique beaucoup plus importante. Et en moyenne, l'industrie canadienne a transformé autour de 21 millions de tonnes métriques de biomasse. Et essentiellement, ça vient de la foresterie et de l'agriculture, comme vous pouvez le remarquer. Et quels sont les principaux acteurs de la bioéconomie du Canada?
En fait, il y en a plusieurs et certains sont parmi les producteurs primaires, les transformateurs, donc les producteurs primaires de la bioressource, les transformateurs dans tous les secteurs que j'ai mentionnés, et les concepteurs des technologies. Dans ce secteur-là de la bioéconomie, on cherche toujours à adapter des technologies existantes et pour améliorer leur robustesse, parfois limitée, on va être amené aussi à innover et à développer de nouvelles technologies. Donc c'est un rôle pivot dans la mise en œuvre de la bioéconomie. Il y a toutes les entreprises manufacturières et de production à travers toute la chaîne de valeur de la bioéconomie. Et essentiellement, si on regarde à peu près les 5 dernières années, le marché des bioproduits s'est de plus en plus diversifié en intégrant évidemment les biocarburants, mais les produits chimiques biosourcés de plus en plus importants, les plastiques et matériaux composites évidemment, les panneaux de fibres. Donc les matériaux biosourcés rentrent de plus en plus un peu partout. Et je ne voudrais pas négliger la partie aussi gestion des parasites où le biocontrôle à travers les produits biosourcés devient aussi une niche assez intéressante à exploiter. Alors, au niveau de la province du Québec, si on regarde un peu les données diffusées par le Consortium de recherche et innovation bioprocédés au Québec, CREBIC, la bioéconomie est articulée autour de la production de la bioressource elle-même et de sa transformation. Et essentiellement, les revenus sont plus forts au niveau de la transformation et de la valorisation. Et ces revenus-là sont appelés à augmenter de plus en plus. Et en moyenne, la bioéconomie a employé autour de 529 000 personnes. Donc on voit très très bien qu'il y a de plus en plus d'emplois dans le secteur de la transformation et de la valorisation de la bioressource. Et essentiellement au Québec, il y a eu, je dirais, un sursaut pour la production de la bioénergie sous toutes ses formes, avec une croissance de l'ordre de 26% si on se compare à 2009, évidemment. Et la filière du biochar qui est de plus en plus attrayante au Québec, il y a quand même beaucoup de joueurs au niveau industriel qui visent à utiliser à fabriquer, utiliser ce biochar dans plusieurs secteurs, y compris au niveau énergétique, ainsi que dans l'horticulture et même dans l'agriculture comme matériaux comme source d'abattement des sols. Donc le marché des matériaux biosourcés, comme je l'ai dit tout à l'heure, se développe de plus en plus. Donc intégrer du chanvre dans les matériaux d'isolation, intégrer les fibres lignocellulosiques dans les matériaux pour des bâtiments plus durables est en train d'émerger fortement au Québec. Et on peut pas négliger le rôle important joué par l'industrie des pâtes et papiers dans la création de produits cellulosiques innovants qui contribuent finalement à diversifier l'offre de produits biosourcés au-delà de la pâte et du papier. Et plus récemment, au Québec, un peu partout au Canada, donc la culture des plantes de cannabis pour des applications médicales a créé tout un écosystème d'entreprises et d'innovateurs pour voir comment peut-on extraire de façon efficace les molécules bioactives qu'on peut utiliser dans le secteur de la santé. Évidemment, la bioéconomie, comme je l'ai dit tout à fait au départ, offre beaucoup d'opportunités, mais il y a aussi des enjeux. Parmi les opportunités que j'avais souhaité partager avec vous, c'est la première. J'avais fait un clin d'œil tout à fait au début. La bioéconomie, évidemment, quand on parle de bioressources, c'est d'abord dans les régions. Et c'est un moyen d'accroître et de diversifier finalement le dynamisme économique des régions. Et évidemment, dans ce contexte-là, l'opportunité appartient aux régions et aux villes qui doivent jouer un rôle important pour sa mise en œuvre. Ils vont pas le faire seuls, ils vont devoir le faire à travers un écosystème de l'entreprise à l'innovateur en impliquant les différents paliers de gouvernement pour l'appui financier évidemment.
La bioéconomie, c'est aussi un moyen d'assurer des formes de souveraineté alimentaire et énergétique, soit au niveau provincial ou au niveau national canadien. C'est aussi, quand on parle des régions, on a vu des pertes d'emplois suite à des crises récurrentes au cours des 20 dernières années, et c'est un moyen d'assurer de la rétention et de la création d'emplois localement. Ça, c'est très très important. Ça, c'est une façon aussi d'atténuer l'exode vers les villes. Donc l'importance de mettre sur pied une stratégie diversifiée d'exportation des bioproduits ouvre une opportunité d'intérêt pour les entreprises canadiennes pour aller vers les marchés européens, asiatiques où les bioproduits sont très demandés, et c'est une des solutions qui est examinée pour atténuer finalement la dépendance vis-à-vis du marché américain. Et si on regarde un petit peu, selon les données plus récentes, on prévoit quand même un accroissement assez important du marché des bioproduits. En moyenne, au cours des prochaines années, on prévoit que le marché va croître au-delà de 500 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance de l'ordre de 9%. Et je vous dis, pour avoir vu des données un petit peu non publiées, non publiques de 2020, ce 9% est encore beaucoup plus élevé que ça à cause je dirais, du portfolio des bioproduits qui est proposé maintenant. Donc il y a toute une industrie qui a émergé autour de la transformation de la fibre cellulosique résiduelle en biocarburant, produits biochimiques pour les textiles et les produits pharmaceutiques. Ce sont donc des marchés non traditionnels par rapport au secteur agricole ou au secteur forestier. C'est aussi un moyen d'assurer une forme d'équilibre de la balance commerciale. Évidemment, tout ça, on ne le fait pas juste pour des raisons économiques, comme je l'ai dit tout à fait au début. C'est aussi une contribution directe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà en gros les opportunités que je souhaitais partager ce matin avec vous. Et parmi les enjeux, nous avons quand même un premier enjeu qui est à mentionner ici, c'est si on regarde de façon globale au niveau canadien ou provincial, il y a une absence de stratégie de bioéconomie harmonisée, c'est assez important, et qui est intégrée dans les chaînes de valeur existantes. L'autre élément, j'avais glissé un mot tout à fait au début, c'est la robustesse des procédés et des technologies existantes pour transformer la bioressource. Très souvent, n'ont pas été démontrés à grande échelle. Donc, il y a des efforts assez importants dans ce sens, d'où la multiplication de projets de démonstration industrielle dans certaines régions pour garantir une telle robustesse. Et sur un plan économie durable, donc bien que le volet économique et le volet, je dirais, social pourrait être facilement démontré, l'impact environnemental direct au sens analyse de cycle de vie reste à quantifier pour nous assurer que les trois éléments fondamentaux du développement durable sont bien là. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent à mettre de l'avant des indicateurs quantitatifs à cet effet. Évidemment, la compétitivité des entreprises de l'écosystème des bioproduits reste limitée parce que c'est souvent des petites ou même des très petites entreprises et qui ont des difficultés à faire face à des prix bas des produits compétitifs d'origine fossile. Donc c'est ce point-là, cet enjeu est directement lié au prix bas des produits compétitifs d'origine fossile, particulièrement dans le contexte où le prix du baril du pétrole est de plus en plus bas. L'autre élément, quand on regarde l'intégration de ces petites entreprises dans l'ensemble de l'écosystème de la chaîne de valeur de la bioéconomie, la notion de résilience n'est pas encore démontrée, elle est en cours d'établissement, je devrais dire. Donc, il est nécessaire de la consolider, la renforcer pour que ça devienne plus un élément moteur.
Et l'autre élément qui est déterminant, je devais dire, pour le déploiement de la bioéconomie, c'est le manque d'entreprises d'ancrage dans cet écosystème de la bioéconomie. C'est des petites et très petites entreprises qui ont besoin d'entreprises d'ancrage, des grandes entreprises telles que Greenfield Global, qui est connu dans les biocarburants, Domtar, dans tout le secteur de bioraffinage et des matériaux avancés, etc. Donc, on peut penser à toutes les grandes entreprises qui pourraient servir d'ancrage à ces petites entreprises versées dans la bioéconomie. Ça, c'est déterminant, je devrais dire, pour la réussite. L'autre élément, l'enjeu, c'est l'accès à la propriété intellectuelle. La petite entreprise fait face à des difficultés pour protéger évidemment ses innovations, même le concept de développement n'est pas très nécessairement bien compris. L'accès aussi à la propriété intellectuelle, très souvent dans le secteur de la bioéconomie, je l'avais dit tout à fait au départ, donc en Europe, c'est très développé, donc souvent ces entreprises vont chercher à accéder à la technologie à l'extérieur du Canada, donc auquel cas ces entreprises ont besoin d'aide pour accéder à ces technologies. Évidemment, la propriété intellectuelle, c'est bien de la développer et de l'accéder, mais il faut bien la gérer. Voilà les quelques enjeux que j'avais souhaité partager avec vous. Évidemment, comment pourrait-on arrimer ces opportunités et ces enjeux? C'est pour réussir le déploiement de la bioéconomie à travers des solutions équilibrées et en même temps diversifiées. Alors, une des premières solutions que je mets de l'avant ici, c'est les innovations technologiques. Les innovations technologiques vont toucher le cœur de la technologie qui permet d'obtenir ce bioproduit, mais aussi tout ce qui est volet technologique en amont et en aval. Donc, ça veut dire la préparation de la bioressource et sa transformation. Souvent, ces innovations technologiques vont nous permettre aussi d'avoir des produits intermédiaires à partir desquels on peut atteindre tout un portfolio de produits diversifiés. Ça, c'est une des solutions. La deuxième solution qui est très très importante, c'est travailler d'arrache-pied pour mettre de l'avant de nouvelles normes de qualité des bioproduits, parce que les normes existantes pour les produits équivalents ne sont pas nécessairement tout le temps adaptées. Donc, il faut les adapter dans certains cas et parfois, il faut développer des nouvelles normes. C'est dans cette optique-là, par exemple, que nous travaillons, les entreprises, les organismes gouvernementaux travaillent de près avec le groupe CSA, qui est un des groupes versés dans le développement de normes au Canada. Et il y a eu récemment beaucoup de normes qui se développent pour les fibres cellulosiques, pour la lignine. C'est un moyen de faciliter finalement la mise en marché de ces bioproduits. Et l'autre volet qui est déterminant avec trois facettes, c'est la stratégie de bioéconomie harmonisée et intégrée. Donc le mot-clé ici, et les deux mots-clés, c'est harmonisé et intégré, qui vont faire appel à un cadre réglementaire ambitieux. C'est-à-dire, il faut que les gouvernements provinciaux s'engagent à mettre de l'avant des cibles de contenu renouvelable dans les produits conventionnels très ambitieuses. Le rôle des régions qui doit vraiment s'accentuer. Le travail des régions avec les villes doit s'arrimer. Et donc, il faut dépasser des considérations politiques et être mu par la volonté de faire aboutir ces considérations socio-économiques et transition écologique. Et le troisième volet attaché aux stratégies de bioéconomie, c'est l'attraction des entreprises d'ancrage. Voilà comment je vois un arrimage réussi entre les opportunités et les enjeux dont je viens de parler. Évidemment, pour réussir cet arrimage, nous avons besoin de faire appel à un écosystème d'innovation établi et évidemment, lorsqu'il y a des failles, il faut l'enrichir. Donc, si on regarde
le portée d'éco-innovation au Québec, il est articulé autour de trois entités, les regroupements sectoriels de recherche industrielle, et qui sont désignés par le gouvernement du Québec avec comme objectif de mettre en place et soutenir un écosystème d'innovation collaborative. Ça, c'est très important. On trouve l'organisme phare, c'est le CREBIC, mais il y a aussi d'autres tels que Prima et Prompt, qui est le bras financier de tels partenariats. La deuxième entité au centre, c'est les collèges, les centres collégiaux de transfert de technologie, qui est une spécificité du Québec. Et un avantage, c'est que c'est une dimension régionale qui est associée à CCTT. Donc, ils exercent dans un domaine pertinent à la région où ils se trouvent. Et de ce fait, ils vont mettre l'accent sur des activités de recherche appliquée. Comme ils sont affiliés à des collèges, il y a quand même aussi une composante formation qui est attribuée directement à ces centres de recherche-là. Donc, on voit très très bien qu'il y a un rôle actif dans le développement des régions respectives où sont installés ces centres de recherche affiliés à des collèges. Ils sont financés par le gouvernement du Québec et plus précisément par le ministère de l'Éducation. À titre indicatif ici, j'ai cité quelques-uns qui sont très actifs dans le secteur de la bioéconomie, évidemment, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Agrinova dans le secteur agricole, Bioptère, les bioproduits, le CEPRO qui est dans l'est de Montréal, le CNET à Shawinigan, Syntec dans le secteur agroalimentaire à Saint-Hyacinthe, Inofib à Trois-Rivières, Itega dans les emballages biosourcés, etc. Donc vous voyez qu'on a déjà un tissu très actif dans la bioéconomie. Évidemment, de l'autre côté, à droite, il y a toutes les universités dans les domaines très diversifiés. Et c'est là où vous voyez que la bioéconomie a besoin d'une pluridisciplinarité pour assurer sa mise en œuvre réussie, de la génomique jusqu'à la bioinformatique, en passant par les biologies, la chimie verte, le génie biotechnologique et le génie des procédés. Donc nous voyons qu'il y a plusieurs forces qu'il faut réunir pour réussir à cet arrimage-là entre les opportunités et les enjeux. Nous avons quelques universités qui sont fortement impliquées. Il y a tout le réseau des universités du Québec, Trois-Rivières, Chicoutimi, Abitibi-Témiscamingue, l'École de technologie supérieure, l'INRS. Et on a les universités telles que l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke. L'Université Laval, évidemment, elle a une composante forestière forte, une composante alimentaire, agroalimentaire très forte. L'Université McGill à travers la chimie verte et Polytechnique de Montréal à travers le génie des procédés, évidemment. Donc, évidemment, ce portrait-là, qui reste succinct mais très important, nécessite de croître. Et comment le faire croître? C'est réellement en assurant une interaction continue, un partenariat, une collaboration assez forte entre, d'un côté, les producteurs de bioressources, les transformateurs et créateurs de la valeur, ainsi que les fournisseurs de technologies, les utilisateurs et manufacturiers de bioproduits. Donc, nous voyons que chaque entité a un rôle actif à jouer, de l'approvisionnement à l'intendance de la bioressource jusqu'aux bioproduits. Nous avons besoin de tous ces acteurs clés et de part et d'autre, qui peut accélérer, qui peut renforcer, faire grandir cet écosystème. C'est d'un côté, nous avons l'importance de mettre en œuvre des programmes, donc des programmes gouvernementaux de financement ambitieux, mais diversifiés, parce que le financement requis par le producteur de la bioressource va être différent du fournisseur de technologie. Donc, diversifié autour de la bioéconomie circulaire, ça touche plusieurs volets. Et surtout, l'importance aussi de mobiliser des fonds d'investissement privés. Attirer des investissements privés combinés aux financements gouvernementaux, c'est une des solutions qui permettrait de faire grandir avec succès un tel écosystème. Et de l'autre côté, l'importance de bâtir des entreprises et des chaînes de valeur très résilientes, à mon avis, c'est très important. Et également l'association d'entreprises d'ancrage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous, comment je vois la perspective de faire grandir l'écosystème d'innovation au niveau de la bioéconomie.
Alors maintenant, on passe à quelques initiatives phares au Canada. Évidemment, il y a eu la mise en place de la conférence internationale annuelle sur la bioéconomie dont a parlé Monsieur Bergeron tout à l'heure, qui existe depuis quelques années maintenant. Il y a lui aussi la mise en place du groupe interministériel au niveau canadien sur la bioéconomie, mené essentiellement par Ressources naturelles Canada et Agriculture agroalimentaire Canada. Et plus récemment, il y a eu la création d'un consortium, Biodesign Consortium, qui est mené par l'industrie, formée d'entreprises, associations, établissements universitaires, etc., qui sont associés à la valorisation, à l'utilisation et la valorisation des ressources naturelles du Canada. Donc, ce consortium-là a été mandaté pour élaborer la stratégie de la bioéconomie. Donc, en cliquant sur ce lien, vous allez avoir accès direct à la stratégie de la bioéconomie au Canada qui a été mise de l'avant. Il y a eu un portrait assez intéressant. Et plus récemment, il y a eu donc la renaissance qui est en cours du réseau canadien d'innovation en l'utilisation et transformation de la biomasse sous le leadership du Service canadien des forêts pour soutenir l'évolution du bioéconomie durable au Canada. Voilà les quelques initiatives au niveau canadien. Pardon, ça c'était évidemment, quand je parle d'initiatives canadiennes et particulièrement du secteur forestier, je m'en voudrais de ne pas faire un clin d'œil assez fort au cadre de bioéconomie forestière du Canada, qui pour moi scelle un consensus exemplaire entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires. Donc, grâce donc à ce consensus exemplaire. Donc, les ministres des forêts du gouvernement fédéral et des provinces ont réussi à mettre de l'avant un cadre de bioéconomie forestière fondé sur 4 piliers qui sont les collectivités et relations. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les collectivités jouent un rôle capital et pivot dans la mise en œuvre de la bioéconomie forestière. C'est les collectivités qui vont assurer un équilibre réussi entre les considérations sociales ou socio-économiques et le volet environnemental localement. Évidemment, le deuxième pilier fondamental, c'est l'accès à la ressource forestière et aux bioproduits de pointe. L'accès, je dirais, l'établissement d'une demande en bioproduits et en services forestiers de pointe qui est important, et tout l'appui le soutien à l'innovation à travers toute la chaîne de transformation de cette ressource forestière qui est déterminant. Donc vous voyez que ces 3 piliers qui fondent ce cadre de bioéconomie sont interactifs, et ce cadre-là nous donne les principes et quelques mesures politiques d'accompagnement de chacun de ces piliers pour nous assurer que l'équilibre de la mise en œuvre de la bioéconomie est réussi. Évidemment, derrière les bioproduits et la transformation de la bioressource, il y a un volet technologique très important qu'il faut mentionner. Et à travers les bioraffineries qui découlent directement de la mise en œuvre de la bioéconomie, donc les bioraffineries sont reconnues maintenant comme un moyen qui permettrait d'atténuer substantiellement les effets du changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre grâce à l'utilisation, ou je dirais le déploiement finalement des produits biosourcés dont on a parlé tout à l'heure. Il y a quelques initiatives stratégiques phares au Québec. Évidemment, il y a le lancement du forum innovation sur la bioéconomie au Québec. Le premier FIBEC a eu lieu à Trois-Rivières en juin 2019. Et de ce premier FIBEC très réussi, il y a eu une initiative qui a été prise pour lancer des FIBEC régionaux. Pour regarder chaque région avec sa spécificité. Et évidemment, la création par le CRIBIC d'un répertoire de recherche industrielle sur la fermentation au Québec, qui est un des procédés clés. La biofermentation constitue un procédé clé de la bioéconomie. La création de zones d'innovation au Québec, bien que
non encore déployés, mais il y a eu cette volonté assez forte de les créer. Le lancement de la faisabilité du bureau affinage à l'échelle communautaire, donc on revient toujours aux régions. Et j'en ai glissé un mot, il y a eu la production de biocharbon comme initiative stratégique au Québec à travers l'entreprise Erex Énergie. Quelques exemples pour illustrer la mise en œuvre de la bioéconomie au Québec. Donc, le projet Bioénergie Latuc, dont certains d'entre vous ont certainement entendu parler. L'objectif de ce projet, c'est la construction à Latuc de la première bioraffinerie canadienne pour produire environ 210 millions de litres de carburant 100% renouvelable. Donc, de type prêt à être utilisé directement, et tout cela à partir de la transformation de résidus de coupe forestière. C'est important de le souligner, on parle de résidus de coupe forestière et non pas de biomasse noble destinée à d'autres fins. Donc, ce qui est d'intéressant aussi, c'est que ce projet est appuyé et implique directement la nation Atikamekw, de la TUC, évidemment. Et ce projet vise à créer 490 emplois directs et indirects. Donc les éléments moteurs de ce projet sont essentiellement articulés autour de deux points. C'est la volonté forte de dynamiser la région donc à travers la bioéconomie et l'implication directe des Premières Nations. Ça, c'est un élément moteur. Et on voit très très bien que lorsque les communautés, les collectivités s'impliquent, les projets se mettent de l'avant. Et aussi valoriser les résidus de coupe forestière qui sont pas utilisés. Donc, ce projet est évidemment mené par l'organisme à but non lucratif BELT. Les technologies ont été déjà choisies. L'investisseur privé est déjà engagé, c'est la pétrolière finlandaise Neste. La structure du financement est en cours de parachèvement et il est prévu de construire et démarrer cette bioraffinerie vers 2023. Mais il faut noter que la crise de santé publique que nous visons va certainement ralentir ce projet-là. Le deuxième projet, c'est au niveau de Pontiac. Donc Pontiac, c'est un endroit stratégique entre l'Ontario et un petit peu le Québec. On n'est pas très loin de Gatineau. Et l'objectif principal, c'est à mettre sur pied un centre de valorisation de biomasse intégrée sur un site industriel qui était occupé il y a quelque temps par une papetière, donc qui a fermé en 2008. C'est donc valoriser un site industriel et valoriser la biomasse qui est disponible localement. Donc ce projet-là vise à faire de la région de Pontiac un des acteurs clés de la bioéconomie. Donc la disponibilité de la biomasse, c'est un des éléments moteurs. L'engagement des parties prenantes de la région, la MRC est impliquée directement. Le centre de tri de Pontiac aussi, parce qu'on vise une bioéconomie circulaire. Donc c'est important de regarder toute la bioressource qui est disponible autour de ce site. Donc l'étude de faisabilité a déjà été réalisée par deux organismes fédéraux en collaboration avec les acteurs locaux, en l'occurrence le Conseil national de recherche du Canada d'Ottawa avec le Centre de recherche Calmette Énergie à Varennes. Donc le projet est porté par Philippe Pontiac et la structure de financement est en cours de parachèvement. Je dois noter que l'investisseur privé, qui est américain, est déjà investi dans ce projet. L'autre projet de bioparc à Bécancour, donc l'idée c'est d'intégrer les secteurs forestiers et agricoles à travers l'innovation en bioéconomie. Et comment peut-on établir un pont entre la valorisation de la biomasse et l'industrie chimique? Donc ça c'est très important. La notion de construire des ponts entre plusieurs secteurs, c'est un des rôles qu'on veut faire jouer à la bioéconomie. Donc l'élément moteur, parmi les éléments moteurs ici, j'en mentionne trois. Je pense que c'est l'accès à l'approvisionnement biomasse, c'est un point important. Mais l'élément distinctif de ce projet, c'est la présence de 17 entreprises industrielles qui sont entre autres dans le secteur de l'industrie chimique. Donc vous voyez, c'est un peu l'importance de construire ce pont-là entre la bioressource et l'utilisateur. Donc, c'est un site qui est propice à attirer aussi des entreprises de la chimie verte et incuber de petites entreprises. L'étude de faisabilité a été déjà menée par les QTR, en l'occurrence dirigée par le professeur Simon Barnabé de l'UQTR. L'implantation, évidemment, est en cours d'analyse.
Voilà un petit peu les trois projets. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'en voudrais réellement de ne pas faire un clin d'œil aux stratégies européennes où la bioéconomie est fortement implantée. Et essentiellement, les régions et les villes européennes sont reconnues comme étant des leaders et des catalyseurs de la mise en œuvre de la bioéconomie. Ça, c'est un élément clé que je tenais à mentionner. Et un avantage aussi, c'est que les bio-industries sont très bien établies dans les régions et les villes européennes. Donc il y a quand même un élément favorisant un petit peu la consolidation et la mise en œuvre de cette bioéconomie. Donc, on peut parler de l'agriculture, l'alimentation humaine animale, les fibres, les industries forestières, etc. Donc, et chose aussi intéressante, c'est que l'Union européenne a mis je dirais, des moyens énormes en termes de bâtir des plateformes de collaboration en matière de financement de la bioéconomie, tous secteurs confondus. On parle de plusieurs dizaines de millions qui sont mis de l'avant. Et entre autres, cette grappe en bioéconomie, Bioeconomy Cluster, qui a été mise en place en 2015, c'est une plateforme qui vise à encourager l'innovation, ou à accélérer l'innovation, je devrais dire, dans la bioéconomie, et particulièrement pour interconnecter ou mettre ensemble. Donc, encore une fois, voyez-vous, cette volonté de créer des ponts entre les entreprises innovantes et les organismes de l'écosystème d'innovation. Donc, plusieurs projets de bioraffinerie ont été implantés en Europe. Et comme je l'ai dit tout à fait au début, c'est d'abord par le secteur agricole que ces implantations sont venues, et puis plus tard par le secteur de la foresterie, donc des projets en France, en Allemagne, Suède, Finlande. Et j'ai pris ici deux exemples qui sont reconnus, je devrais dire. Le premier qui est dans la région Pont-Macle-Bazancourt en France. C'est un écosystème multi-entreprise et il a une caractéristique, c'est le côté intégré de cette bioraffinerie qui mène à la valorisation de betteraves et de blé pour concevoir des produits à haute valeur ajoutée pour des applications dans plusieurs secteurs. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a dans cet écosystème, il n'y a pas que des entreprises, il y a aussi donc des organismes, des innovateurs du milieu universitaire et du milieu aussi entrepreneurial. Le deuxième exemple que je souhaiterais citer, qui est un peu plus récent, c'est autour de la valorisation d'une composante clé des résidus forestiers, c'est la lignine. Donc la Suède a mis de l'avant un concept que je trouve assez fascinant, que j'ai eu l'occasion de visiter, the Ligno City, donc qui est une infrastructure assez imposante qui contribue à commercialiser les procédés et les produits relatifs à la valorisation de la lignine. Encore une fois, tous secteurs confondus. L'idée principale derrière ça, c'est aussi d'attirer des utilisateurs de la lignine ou des transformateurs qui sont dans un secteur non traditionnel par rapport au secteur forestier. Donc cette infrastructure qui est disponible pour les PME, les innovateurs, va contribuer finalement à, à accélérer l'incubation de nouvelles idées et puis ramener ces idées vers le marché de transformation de la lignée. Donc, ceci m'amène à la fin de la présentation pour un petit peu partager avec vous quelques messages clés que je souhaiterais retenir de la bioéconomie. Donc, on peut dire aussi bien au Canada, au Québec et ailleurs dans le monde, la région est le fer de lance de la bioéconomie. Pour moi, c'est un élément crucial, important sur lequel je voulais insister aujourd'hui, que ce soit au niveau de la foresterie, de l'agriculture, l'arrimage des deux secteurs, c'est vraiment le véritable fer de lance de la bioéconomie. Et en même temps, on a vu que la bioéconomie joue un rôle important dans son arrimage avec l'économie séculaire en cours de mise en œuvre un peu partout. Donc, il y a aussi la nécessité de développer des bioraffineries régionales pour valoriser localement et créer des ponts avec des transformateurs ailleurs que dans la région par la suite. Donc, une infrastructure clé, la bioraffinerie constitue donc une infrastructure clé vers la transition, d'une transition réussie vers une bioéconomie durable.
Et j'ai fait un clin d'œil tout à l'heure, les zones d'innovation en bioéconomie, c'est important d'être installées et d'être mises en œuvre un peu partout dans les régions où la bioressource est disponible. Et de plus en plus, il faut faire appel aux techniques et outils de l'intelligence artificielle pour, je dirais, arrimer toute la chaîne de valeur en bioéconomie qui est quand même complexe, il ne faut pas sous-estimer. Et l'intelligence artificielle va venir justement nous aider à mieux arrimer le tout et à faire soit de la prédiction de la qualité des bioproduits, soit optimiser l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur de la bioéconomie. Je pense que c'est très important d'insister sur cet aspect-là. La diversification des bioproduits biosourcés, donc la coproduction est un élément clé pour réussir finalement le développement des régions. Donc il y a des premiers bioproduits qui pourraient être consommés localement. Dans le cas de la tuque, par exemple, le carburant, le biocarburant donc qui est renouvelable, qui sera produit, sera d'abord consommé localement et on peut créer de la valeur ailleurs par la suite. Et on a la possibilité de reproduire ces exemples de projets ailleurs. Au Canada, c'est très important. L'importance d'attirer des grandes entreprises d'ancrage nationales et internationales. Quand je parlais tout à l'heure d'entreprises d'ancrage, j'avais cité deux exemples au Québec, mais on a vu à travers tous les projets que je vous ai mentionnés l'importance de ramener cette entreprise d'ancrage aussi de l'étranger avec son expérience et la mobilisation des fonds d'investissement privés pour réussir l'intégration des petites entreprises de l'écosystème de la bioéconomie. Et enfin, la mise en œuvre d'un cadre réglementaire ambitieux avec des cibles assez importantes. Il faut aller avec un contenu renouvelable de 10% ou au-delà, même 10%, c'est pas suffisant. C'est, je dirais, un gage de développement réussi et de déploiement de la bioéconomie, qu'elle soit forestière, agricole ou les deux en même temps, à travers la dynamisation des régions. Donc, et pour terminer, donc pour toute information, je vous invite à m'envoyer un courriel. On pourra répondre à des questions spécifiques. Vous remarquerez que j'ai volontairement omis tout le côté technologique. On pourra en discuter s'il y avait des questions spécifiques à ce sujet. Donc, et puis, je tiens à vous remercier de votre attention et de m'avoir donné cette occasion de partager mes perspectives sur la bioéconomie de proximité, c'est-à-dire dynamiser les régions de production de la bioressource canadienne, québécoise et mondiale. Merci. Alors, vous m'entendez? Oui. Alors, merci, Monsieur Benali. Mon nom est Pierre Godbout. J'animerai la période de questions. Alors, comment procéder pour si vous préférez poser votre question par écrit? On vous demande en donnant votre nom et celui de votre organisation. Pour la boîte de chat également, parce que j'ai vu que des gens avaient mis seulement leur prénom. Alors, la période de questions est maintenant commencée. Je vais regarder le chat, voir s'il y en a. Puis, si vous avez les mains levées, vous n'avez qu'à me le dire. Monsieur Benali, oui? Oui, je voulais juste mentionner que il y a une interruption par moment de votre son. On vous entendait pas tout le temps. Bon. Alors, je m'excuse, je suis pas sur le VPN pourtant. Donc, la période de questions est commencée. Si vous voulez poser votre question, sélectionnez l'icône main levée à côté de votre nom.
Ça va me permettre de savoir que vous voulez poser une question et lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à enlever le mode discrétion. Puis la boîte de chat est également disponible. Je m'excuse, je vois des messages comme de quoi il y a beaucoup de coupures. Je ne sais pas pourquoi. Tantôt, tout fonctionnait. Donc, pour la boîte de chat, le menu est en bas à droite si jamais vous voulez l'activer. C'est un genre de petite bulle. Donc, je vais regarder dans le chat. Je vais recommencer au début. Bonjour. OK. Alors, Steve Gagnon du MFFP, on va y aller avec cette première question-là écrite. Est-ce qu'il y a une aide actuellement disponible pour aider les procédés à passer au stade industriel? Oui, absolument. Il y a beaucoup de programmes, aussi bien au niveau du gouvernement fédéral que provincial, qui existent à cet effet. Ressources naturelles, entre autres, Canada a tout un programme pour le secteur forestier, qui est donc le programme ETIF en français. L'appel à proposition de projets industriels a été clôturé en septembre dernier. Donc ceux qui sont intéressés, soyez attentifs. Il va y avoir probablement des appels qui vont s'ouvrir au cours de la prochaine année. Donc le Service canadien des forêts offre évidemment des programmes spécifiques à ce niveau pour des unités de démonstration. Pour aller à une échelle industrielle plus importante. Il y a aussi, toujours au niveau fédéral, il y a le programme, le fonds d'innovation stratégique du ministère Sciences Innovation au niveau fédéral. Je ne vais pas passer en revue tous les programmes, mais ça fait partie de quelques-uns qui sont importants à mentionner. Et au Québec, évidemment, l'investissement au Québec participe fortement à ce type de projet à travers des prêts. Il y a aussi d'autres fonds qui existent. Donc, c'est clair que chaque fonds a un mécanisme approprié, mais de nombreuses occasions de financement existent. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Donc, il y a une volonté d'enrichir et de diversifier ces programmes de financement pour accélérer la mise en œuvre de la bioéconomie. Et de plus en plus, les régions et les villes participent aussi dans des projets de ce type. J'espère avoir répondu à votre question, Monsieur Gagnon. Donc, on a une autre question. Quelqu'un a levé la main, Monsieur Tony Chabot. Donc, vous n'avez qu'à désactiver votre micro. C'est déjà fait. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend. On aimerait savoir de quelle organisation vous êtes. Oui, parfait. Bonjour, Tony Chabot. Je suis directeur général du site de Port-Cartier, Arbec-Boisdœuvre-Port-Cartier, directeur général de l'usine de biocarburant à Port-Cartier. Moi, M. Benami, ce que je voulais faire, c'est un peu de push parce que votre présentation, elle me touche à plusieurs niveaux parce que j'ai travaillé depuis les dernières 5-6 ans sur un projet de biocarburant à grande échelle à Port-Cartier qui, malheureusement, est peu connu pour des bonnes et des mauvaises raisons, parce que quand on parle de complexe d'échelle industrielle, on a une usine de 110 millions ici à Port-Cartier pour produire de l'huile pyrolytique à hauteur de 40 millions de litres par an, ce qui est quand même énorme. Puis, ironiquement, au Québec, ce que vous dites dans votre présentation, c'est très, très vrai. On a une entreprise d'ancrage à 2 km de chez nous qui est ArcelorMittal, une bonne entreprise de classe mondiale qui peut utiliser notre produit, mais malheureusement, aujourd'hui, avec le SPED, l'économique fonctionne pas. Puis, ironiquement, l'usine a été bâtie pour le marché américain avec les politiques de Trump. Bon, c'est d'autres problèmes. Mais on a un client à proximité que l'économique ne fonctionne pas parce que la stratégie de cadre réglementaire n'est pas ambitieuse, n'est pas au rendez-vous au Québec. Donc, je voulais surtout mettre du push sur ce que vous avez dit.
Puis, présentement, on a une usine de 110 millions qui n'a pas opéré depuis pratiquement un an. On essaie d'ouvrir le marché québécois, mais il n'est pas là, le marché québécois. Pour remplacer du mazout lourd en grande quantité, vous comprenez que notre projet pourrait remplacer 65 000 tonnes métriques de CO2 équivalent, remplacer l'équivalent de 20 millions de litres de bunker. Puis, on est parfaitement le modèle que vous parlez, c'est-à-dire à Port-Cartier, on est vraiment en région. On est une entreprise aussi avec de la fibre, là, qui est Arbec-Boisdeuve. Donc, oui, ce que vous dites est 100% vrai, mais le cadre réglementaire, le SPED, présentement, c'est pas suffisant. Le cadre réglementaire, ça presse au Québec. Ça presse, on veut voir d'autres projets levés. Parce que les autres projets que vous avez parlé, ils vont faire face aux mêmes problèmes qu'on a. C'est dur de battre le mazout lourd présentement. C'est impossible. Oui, je vous remercie infiniment d'avoir amené. C'est un des projets, évidemment, comme j'ai dit, j'étais limité dans le temps, mais c'est un projet que je connais très très bien. Et voilà un exemple concret au Québec qu'il faut souligner, où l'entreprise d'ancrage pour des raisons d'absence de cadre réglementaire, nous perdons cette occasion en or de faire un arrimage entre le producteur de l'huile pyrolytique, donc d'un biobrut qui peut être utile. Et franchement, parlant, si il y a bien une chose qui est importante, excusez-moi l'anglicisme, le push dont vous parlez est déterminant. Il faut, personnellement, j'ai intervenu dans plusieurs comités pour renforcer, pour mettre un cadre réglementaire très très ambitieux. Le groupe dont j'ai parlé tout à l'heure, Nestlé, donc l'investisseur finlandais, a lui-même parlé avec les premiers ministres du Québec et pour réellement mettre de l'avant un cadre réglementaire qui est la clé de réussite du déploiement de ce type de projet. Donc, on a d'excellentes initiatives au Québec, mais elles sont en train d'être freinées par la réduction, comme je l'ai mentionné dans une des diapositives, les prix bas des produits compétitifs d'origine fossile mettent un petit peu, je dirais, en péril toute la bioéconomie qui s'est développée et qui continue de se développer sans l'absence de cadre réglementaire ambitieux et intégré à cette chaîne de valeur. Alors, merci. On a une autre question par le chat de Madame Amélie Denoncourt de la MRC de Montmagny. Alors, j'approuve complètement l'idée de dynamiser l'économie des régions à partir du développement de la bioéconomie localement. Mais selon vous, qui devrait être le leader de ce développement? Les entreprises, les structures politiques, locales? Point d'interrogation. Je crois que les villes, les régions, c'est un maillon moteur dans ça. Il faut qu'il y ait une acceptabilité d'abord sociale du projet localement. À titre d'exemple, dans le contexte de la TUC de Pontiac, la première initiative est venue de l'acceptabilité de l'idée du projet par la région, par la ville. Ça, c'est un premier maillon. Et c'est tout un écosystème. Dans le cas des projets que j'ai mentionnés, ils sont menés pour le moment par des organismes à but non lucratif, mais ça ne suffit pas. Je crois que un regroupement d'acteurs régionaux et de la ville avec des entreprises locales et des porteurs de projets sont nécessaires. Et dans le portrait, c'est toujours en principe la locomotive en soi, c'est un premier organisme qui est appuyé par les autorités locales et qui devrait être le premier moteur de démarrage d'un projet de ce type-là. La notion d'acceptabilité sociale est cruciale et l'implication donc des collectivités pour s'assurer que le projet peut démarrer sur de bonnes bases. Merci. Donc,
J'ai une autre question par le chat de Jérôme Lagagnac, chercheur scientifique au Centre de foresterie des Laurentides. Alors, bonjour Marzuc. Pouvez-vous parler plus en détail de la technologie retenue dans le cas de BELT et quels sont les défis pour en arriver à une échelle commerciale? C'est très difficile pour moi de vous parler du détail technologique. Comme vous savez, c'est un projet confidentiel de ce point de vue-là. Mais il y a une chose que je peux vous dire. Donc, c'est la filière thermochimique qui est choisie pour la simple raison que ce qu'on vise, c'est un carburant liquide 100% renouvelable, prêt à être utilisé. Mais évidemment, il y a aussi une volonté de valoriser, de faire de la coproduction en amont. Donc, les technologies choisies sont étrangères parce que dans l'analyse, à titre indicatif, nous avons analysé en moyenne toute l'équipe constituée à peu près d'une quarantaine de spécialistes canadiens et étrangers. Nous avons analysé autour de 600 technologies et pour nous ramener à 3 plateformes technologiques potentiellement pertinentes au projet. Le défi, je dirais, technologique réside dans la garantie de la robustesse du cœur même de la technologie, autrement dit, garantir des rendements appropriés pour le type de résidus forestiers qu'on va utiliser à la TUC. C'est un des éléments importants. C'est pour ça que le projet a prévu des tests à grande échelle dans les unités de démonstration qui existent à l'extérieur du Canada. Je ne peux pas nommer encore les pays, ça reste confidentiel, mais c'est cet élément-là. Et la chose importante qui est publique, c'est que ce projet-là bénéficie d'un accompagnateur clé qui est un investisseur issu de la filière pétrochimique, qui ont une grande maîtrise de projets à grande échelle, entreprise qui a même refusé de partir d'une échelle intermédiaire pour la simple raison que ils ont une grande maîtrise de mise en œuvre de projets à grande échelle. Donc nous avons des technologies qui peuvent démontrer la robustesse des technologies choisies à partir de la matière première de la TUC. Et c'est le cœur, je dirais, du défi au niveau technologique. Donc garantir des rendements similaires avec une variabilité de la matière première. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas. Quelqu'un m'a envoyé une question en privé, je vais lui répondre. Monsieur Chabot, j'imagine que vous avez plus de questions. Sinon, si oui, si vous avez plus de questions, enlevez l'icône main levée. Et je crois que ça fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions par chat? Je vois ici une question, mais je ne sais pas si elle m'est j'ai du mal à voir si elle m'est destinée directement ou c'est c'est une étudiante de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui serait intéressée de discuter la gestion des écosystèmes forestiers. Elle a dû D'accord. vous envoyer un chat perso. D'accord. J'ai une autre question pour Monsieur Nelson Côté. Vous pouvez désactiver votre micro. Sinon, je peux le faire pour vous. Ce sera pas long. Il y a une question qui est posée ici autour de l'enjeu de la qualité de la fibre. Est-ce que la qualité de la fibre est un enjeu?
Vous pouvez répondre à celle-là, puis monsieur. Oui, Ah, ouais, attendez un peu, monsieur Côté. d'accord. Allez-y, monsieur Benali, répondez à cette question-là pour la qualité de la fibre. Oui, la qualité de la fibre, est-ce un enjeu ou pas? Dans le contexte de la bioéconomie, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend de ce qu'on vise comme bioproduit. Mais le premier attrait, c'est vers la valorisation des résidus. On part d'une matière hétérogène. C'est un enjeu plus technique que d'approvisionnement. Et généralement, on n'utilise pas la fibre de haute qualité. La fibre de haute qualité est utilisée à d'autres fins. Si je pense à la fibre de bois, on va pas l'utiliser pour faire de la bioénergie ou autre. On va plutôt favoriser, euh, je dirais, d'autres produits à haute valeur ajoutée. Mais la fibre en soi pourrait être en enjeu lorsqu'elle est, je parlerai pas de fibre précisément, mais la bioressource peut être un enjeu lorsque elle manque de caractérisation. Donc, il faut bien comprendre la fonctionnalité de la bioressource avant de penser comment la pré-traiter, comment la transformer. Donc, la connaissance autour de la matière, autour de la bioressource est essentielle avant sa transformation. Ça, c'est un des enjeux que je vois très très bien. Évidemment, comme je l'ai dit tout le long de la présentation, de par le fait que la bioéconomie vise les régions, l'accès, la disponibilité de la bioressource est un élément clé. Merci. Alors, monsieur Côté, la parole est à vous. Oui, bonjour, Nelson Côté, directeur chef développement chez Boissaco. Merci, Monsieur Benali, pour votre présentation très intéressante. La table est mise. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de défis. Entre autres, on parle de cadre réglementaire, de mise en marché. Hein. C'est beau avoir investir, mais ça prend un client avec un prix pour rentabiliser tout ça. C'est plus qu'évident. Moi, j'entends parler de beaucoup de bioraffineries peut-être depuis peut-être 2 décennies. Puis ce qui revient, c'est la constance du produit à la fin. C'est sûr que s'il y a une variabilité du produit au départ, dans les intrants, il y a un manque de constance à la fin. Comment les fabricants d'équipements c'est quoi les développements qui ont été faits là-dedans pour s'assurer que le produit, l'extrait va être conforme à ce que le client demande? Ça semble avoir tout un défi par rapport à l'industrie pétrolière. Puis qui travaille là-dedans actuellement? Oui, à vrai dire, il y a beaucoup d'acteurs à travers le monde. Puisqu'on est dans un environnement forestier, si je me limite juste à la bioressource forestière, qui est très hétérogène, qui est très complexe de par sa composition, avec ses variabilités d'une espèce à une autre. L'enjeu principal, il est dans l'amont du cœur de la technologie, c'est le pré-traitement. Pour vous donner une idée, le pré-traitement de la bioressource peut correspondre à peu près, ça dépend un peu des technologies, pour correspondre au moins autour de 30 à 40% du coût d'investissement ou des coûts d'exploitation. Donc, c'est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bien caractériser cette bioressource, de bien la saisir afin d'optimiser le pré-traitement. Quand le pré-traite, donc il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent là-dessus. Au Québec, nous avons par exemple l'équipe associée à Enerkem, enfin associée Enerkem peut-être n'aimerait plus que je dise ça, c'est que le CRB Innovation, à titre d'exemple, a travaillé, qui est à Sherbrooke, qui fut le bras de R&D des Enerkem, a travaillé beaucoup sur cet élément-là de pré-traitement de la matière, de la bioressource avant de la transformer. Ça, c'est le premier volet. La deuxième complexité, elle est autour du cœur. Du procédé, le réacteur de transformation. Donc, la robustesse dont je parlais tout à l'heure est déterminante. Est-ce que ce réacteur qui a été adapté, par exemple, de l'industrie chimique, peut nous offrir les mêmes rendements? Si on vise un produit chimique particulier, si on vise un carburant, un diesel ou de l'essence, etc., est-ce que la question qui est posée, c'est à ce niveau? Et c'est pour ça que des tests sont déterminants, c'est optimiser le rendement
par rapport à la variabilité et à la complexité de la matière première. Voilà les deux enjeux clés. Et une fois que ces deux enjeux clés, il y a beaucoup quand même d'acteurs. Hein, il faut pas. Les pays scandinaves sont très avancés par rapport à ces deux éléments. Aujourd'hui, si je reste toujours dans le secteur forestier, on travaille beaucoup sur la valorisation de la cellulose, mais on travaille aussi beaucoup sur la valorisation de la lignine. Il y a quelque temps, on entendait beaucoup la cellulose cristalline qui était un élément moteur de la bioéconomie forestière, mais aujourd'hui, la lignine, de par la variété d'applications qui sont visées, la lignine est un vecteur assez important dans la bioéconomie forestière. Et la lignine, un des éléments qu'on vise, si vous regardez très bien cette lignine-là, elle varie beaucoup de par sa structure chimique, de par ses propriétés fonctionnelles, selon la bioressource, la matière première qui a été utilisée pour l'extraire. Donc, il y a beaucoup de sciences qui se développent à travers le monde autour de la maîtrise des propriétés de la lignine pour prédire, pour tester, pour produire, d'abord avoir des prototypes de bioproduits dérivés de la lignine et en même temps faire de la démonstration à l'échelle commerciale. Voilà les grands défis auxquels je voulais faire allusion. Et ces défis-là sont un peu plus maîtrisés quand on parle de la bioressource agricole, qui est moins hétérogène que la bioressource forestière. Je sais pas, Monsieur Côté, si j'ai répondu à votre question. Oui, ça répond en partie, mais c'est sûr que je vous remercie vraiment de cibler ce point très, très important. Je regarde, nous, on a différents projets ici chez Boissaco, puis entre autres, exemple, valorisation des écorces. C'est très beau, mais les écorces, c'est plein de silice, c'est plein de sable, c'est plein de terre. Au départ, il faut laver tout ça. Puis les eaux, il faut les récupérer, puis il faut les laver, il faut respecter l'accord réglementaire. Fait que je pense que souvent, on va sous-estimer ça, le volet, je dirais, en amont, la préparation de la matière première. Oui. Même si elle était donnée, cette matière première-là. Oui. Puis, entre autres, quand on va être capable de travailler ça, je pense, entre autres, qu'il y a beaucoup de sites d'enfouissement d'écorce qu'on va être capable de traiter. Ça fait qu'il y a beaucoup de travaux d'R&D à faire à ce niveau-là, la préparation de la matière première. Oui. Surtout les méthodes pour abaisser le coût. Oui, et dans votre cas précis, sur la valorisation des écorces, il y a deux enjeux importants. Comme je l'ai dit, donc vous voyez qu'on revient toujours au pré-traitement en amont avant d'extraire les molécules importantes, tous les extractibles, les polyphénols qui sont dans les écorces. C'est très important, c'est ça que vous recherchez, je suppose. Et puis, de l'autre côté, il y a un enjeu de l'empreinte environnementale du procédé. Donc, dans votre cas, vous devez optimiser, récupérer donc tous les eaux, les eaux de lavage, les eaux de nettoyage. Donc il faut songer à des boucles fermées pour s'assurer qu'on ne génère pas de pollution additionnelle quand on valorise. Et je dirais la fermeture des circuits dans le cas de la valorisation des écorces telles que vous le voyez au niveau de votre entreprise est un enjeu effectivement technique qui est associé au niveau, même s'il y a des technologies conventionnelles pour aller extraire ces polyphénols, mais il y a quand même un enjeu à le faire à grande échelle à cause des éléments environnementaux qui sont indispensables. L'intégration énergétique est importante dans votre cas et l'intégration massique est importante. Donc vous voyez qu'il y a effectivement encore de l'optimisation à faire pour certaines valorisations de bioressources. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question par le chat de Daniel Quentin du Service canadien des forêts. Comment mobiliser des fonds d'investissement privés et qui sont les investisseurs? L'intérêt des banques, shareholders, point d'interrogation. Je crois que si je prends les exemples que je connais bien en Europe ici, si vous prenez l'exemple de l'Europe, l'Union européenne a mis des plateformes
pour mobiliser les investissements privés. Autrement dit, il y a un cadre réglementaire. Il y a évidemment des mesures d'accompagnement fiscal qui sont exceptionnellement attrayantes, ce que nous n'avons pas vraiment réussi à bâtir. Et le fonds d'investissement privé devrait être un portfolio de financiers, de banquiers et d'investisseurs de la chaîne, des chaînes de valeur existantes. L'exemple de là-dessus, qu'on le voit de plus en plus, des grandes pétrolières qui s'intègrent à l'écosystème de bioéconomie. Je ne veux faire de publicité à aucune entreprise, mais les grosses pétrolières de ce monde, telles que Total, Exxon, etc., sont de plus en plus intégrées dans l'écosystème de la bioéconomie. Donc, on voit très très bien que les fonds de gouvernement qui restent limités. Je pense que le signal que je voulais envoyer aujourd'hui, c'est l'importance. Je dirais que l'élément critique, c'est la diversification des fonds gouvernementaux qui pourraient réussir à peut-être susciter un intérêt des banques, un intérêt des investisseurs, d'autres secteurs qui viendraient finalement être les transformateurs, puisqu'ils ont des chaînes de valeur déjà bien établies, qui sont facilement adaptables. Je pense que c'est une association de ces grands joueurs qu'il faut ramener. Et à titre indicatif, hein, je voulais quand même le ramener, c'est important. Le Forum mondial de l'économie qui a lieu à Davos, c'est très important de le dire, c'est qu'ils ont déjà reconnu, établi le fait que la bioéconomie est un élément moteur du développement, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc nécessairement, toutes les banques qui investissent dans l'économie de carbone pourraient être intégrées dans l'idée d'investissement privé. J'espère que j'ai répondu à Madame Danielle Quentin. Monsieur Côté, vous avez plus de questions? Enlevez l'icône main levée, si c'est le cas. Madame Quentin vient de dire oui, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On a le temps pour une dernière. Il y a une question qui m'a été posée, donc j'aimerais la partager avec tout le monde. C'est sur l'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, surtout à travers la présentation des messages clés, l'importance que joue l'intelligence artificielle, et c'est plus un commentaire qu'une question de Bruno Poulain de Ressources Naturelles Canada, qui dit clairement que l'intelligence artificielle peut aussi aider à stabiliser la production. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'intégration des techniques d'intelligence artificielle et des outils nous permettent d'optimiser la production, de la diriger vers un produit phare et par rapport à d'autres. Et c'est quand même important aussi, l'intelligence artificielle peut nous aider à réussir la coproduction. Tout à l'heure, Monsieur Côté, quand il parlait de la valorisation des écorces, un exemple parmi tant d'autres, on ne vise pas uniquement à produire une seule molécule. Donc, avec les écorces, compte tenu de la gamme de molécules qu'on peut extraire, on peut viser plusieurs molécules à travers une seule chaîne de production. Donc l'idée d'optimiser finalement la production et la qualité du produit final désiré, l'intelligence artificielle viendrait jouer un rôle de premier plan. Donc effectivement, je confirme cet aspect que Monsieur Poulain ramène dans la discussion. Et d'ailleurs, pardon, de renforcer un peu cet élément sur l'intelligence artificielle, dans les pays scandinaves, de plus en plus, on parle de forêts intelligentes,
Donc la forêt intelligente va nous permettre de dire que telle espèce d'arbre va me permettre de produire telle série de produits. Donc vous voyez que les outils, les éléments associés à l'intelligence artificielle, les capteurs de plus en plus avancés qui peuvent être intégrés au sein même de la production de la bioressource, donc peut nous aider à aller optimiser la chaîne de valeur tout le long, à vrai dire. On parle ici, on vient de parler d'optimiser la production, mais optimiser la chaîne d'approvisionnement, la logistique et en même temps la production, ce sont des éléments clés qui permettent pour nous, à vrai dire, de réussir encore plus fortement cette bioéconomie. Alors, merci beaucoup, Monsieur Benali. Il est midi. Merci pour votre présentation. Bioéconomie de proximité au cœur du développement des régions forestières. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu jeudi le 19 novembre et qui s'intitule « La métagénomique comme outil d'évaluation de l'impact des perturbations dans les écosystèmes forestiers ». La conférencière sera Christine Martineau, chercheur scientifique à Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides. Merci à tous de votre participation et bonne fin de journée. Merci encore. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Et en passant, oui, l'enregistrement et le webinaire a été enregistré. Lorsque les informations de téléchargement vont être accessibles, on va le transmettre à tous via le site web des colloques et lors des prochaines invitations aussi pour les prochains résumés. Je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir.